Salut à tous et bienvenue sur Nullius in Verba en partenariat avec 5seconds.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir la composition d'un track, le déroulement chronologique d'un match, ainsi que l'engagement zone. Pour commencer, regardons à quoi ressemble un terrain de roller derby, ce qu'on appelle le track. Les dimensions de ce track sont très précises et sont standardisées par la WEFTA. Ce track est composé de deux ovales, un grand et un petit. Le petit s'appelle l'infield. Ces deux ovales ne sont pas parallèles. L'un des deux doit avoir une légère rotation pour permettre un espace plus important en sortie de virage qu'en entrée de virage, car le sens de jeu est le sens anti-horaire. La première ligne en début de ligne droite est la pivot line. Comme son nom l'indique, seuls les pivots identifiés d'une ligne sur leur couvre-casque peuvent se positionner sur elle. 30 pieds en arrière, c'est-à-dire à peu près 9 mètres, on va retrouver la jammer line. Donc cette fois-ci, c'est là où vont démarrer les jammeuses, identifiées là par leur étoile sur la couvre-casque. Les bloqueuses des deux équipes forment le pack. Ce pack va démarrer entre la ligne des pivots et la ligne des jammeuses. Elles se positionnent ici dans l'ordre qu'elles souhaitent. Les pivots, c'est aussi des bloqueurs. D'ailleurs, leur nom complet, c'est pivot blocker. Elles ont juste quelques droits supplémentaires qui sont détaillés dans la section 2.2. On a donc parlé de l'infield, de la pivot line et la jammer line. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a autour de ça. Tout d'abord, autour de l'ovale extérieur se trouve la safety line. Certains l'appellent la ref line, même si elle appartient pas du tout au ref. Au-delà de cette safety line, on va retrouver les bancs des skateurs disposés selon les possibilités de la salle. Dans la majorité des cas, et pour une question d'équité, les bancs sont placés à l'extérieur du track, de part et d'autre de la penalty box. Les règles autorisent de mettre les bancs et la penalty box dans l'infield, mais honnêtement, on le fait jamais. Mais légalement, c'est possible de le faire. À l'extérieur de ce track, on aura aussi le tableau de score et différents postes de la NSO. On va retrouver les medics, qui est le personnel médical et qui se tient prêt à intervenir en cas de problème. On peut aussi avoir une suicide zone, qui va être une zone de spectateurs au plus près de l'action, habituellement sans siège et avec une limite d'âge. Il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait retrouver, comme un speaker ou des photographes. Mais je préfère pas me lancer dans la liste exhaustive de tout ce qu'on pourrait retrouver sur un track. Mais sachez qu'il y a quasiment autant de configurations possibles qu'il y a de matchs. Maintenant que nous avons vu la disposition physique de ce terrain, nous allons nous intéresser à la chronologie de ce match. Un match se compose de deux périodes de 30 minutes respectives. Ces périodes sont séparées par une mi-temps, ou en anglais halftime, qui doit faire un minimum de 5 minutes. Mais en général, elle fait entre 10 et 15 minutes. À la mi-temps, les équipes peuvent changer de banc, et donc commencer la deuxième période sur l'autre banc. C'est ce qui est souvent fait, pour une question d'équité, mais ça dépend aussi de ce qui a été décidé pendant le Captain Meeting. À présent, regardons la composition d'une période. Celle-ci se compose d'une succession de jams, puis de 30 secondes, puis d'un jam, 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 puis de 30 secondes, etc., etc. Il n'y a pas de limite au nombre de jams. On en fera autant qu'il est possible d'en faire pendant les 30 minutes de période. On a vu le découpage du match en périodes, les périodes en jam, et maintenant on va regarder plus en détail encore. On peut découper le jam en 3 phases, l'inter-jam, le passage initial et le ou les passages marquants. La période de 30 secondes entre les jams a plusieurs noms, parfois juste les 30 secondes ou inter-jam ou encore appelé line-up time. Tout simplement parce que ça dure 30 secondes, c'est entre deux jams et que pendant ce temps-là, les joueuses s'alignent selon leur line-up. Du côté des officiels, on va profiter de cette période de temps où on va rapidement régler les problèmes du jam qui vient de se finir et préparer celui qui va commencer en se replaçant pour le départ. Cela doit être très rapide pour ne pas être forcé d'utiliser un official timeout. On verra dans une autre vidéo
tout ce qu'il y a à faire dans ces 30 secondes. 5 secondes avant la fin de cette inter-jam, et donc la reprise d'un nouveau jam, le NSO Jam Timer va annoncer 5 seconds, assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Le tout en levant le bras et en indiquant 5 avec sa main ouverte. Et il va la garder en l'air pendant ces 5 secondes. En cas de doute, un coup d'œil au Jam Timer permet de savoir si le départ est imminent ou non. Ce Jam Timer va ensuite baisser son bras en direction de la ligne de pivot en donnant un coup de sifflet. C'est ce coup de sifflet qui est le départ du jam. Les jammeuses vont essayer de se frayer un passage au travers du pack. La première qui réussit à sortir du pack en ayant rempli les conditions de la règle 2.4.2 va être déclarée lead jammer. Pour résumer de façon simpliste et non exhaustif, les conditions pour avoir le lead vont être avoir passé toutes les joueuses en jeu légalement, avoir son helmet cover sur le casque étoile visible, être sur la piste et être debout. Celle qui ne remplit pas ces conditions ou qui sort alors que le lead a déjà été pris va être déclarée not lead jammer. La lead et la not lead ont les mêmes capacités à marquer des points. Seulement la lead jammeuse, elle, a la possibilité d'arrêter le jam en tapant de façon répétée sur ses hanches jusqu'à ce que le jammer ref arrête le jam. Ce premier passage au travers du pack, qui va donc déterminer qui est lead et qui est not lead, s'appelle le passage initial. Ce passage initial se termine en sortant de l'engagement zone. Mais qu'est-ce que l'engagement zone ou zone d'engagement en français? Alors là, on rentre dans quelque chose de très important et assez difficile à comprendre. Donc, on va y aller par étapes. Petite précision d'abord, mis à part certaines actions, seules les bloqueuses sont concernées par la zone d'engagement. Les jammeuses peuvent en sortir et peuvent se bloquer entre elles en dehors de cette zone. On va donc surtout parler des bloqueuses quand on parle de la zone d'engagement. La zone d'engagement est donc la zone où il y a de l'engagement. C'est la zone où les bloqueuses ont le droit de bloquer leur adversaire, mais aussi d'assister leurs coéquipières. Pour faire simple, c'est là où on a le droit de jouer, c'est-à-dire au niveau du pack, mais aussi devant le pack et derrière le pack. L'engagement zone va donc 20 pieds, soit environ 6 mètres, à l'avant du pack, jusqu'à 20 pieds à l'arrière du pack. Ou plus précisément 20 pieds par rapport à la dernière joueuse du pack. L'engagement zone est directement rattachée au pack. Elle suit ce pack lorsque celui-ci avance ou se modifie. Si le pack s'allonge, l'engagement zone s'allonge aussi. Par contre, si le pack est détruit, c'est le no pack, elle disparaît et donc plus personne ne peut bloquer ou assister. Par rapport à ces explications, reprenons le parcours de la jammeuse. En début de jam, elle va démarrer et passer le pack. Dès que la jammeuse aura dépassé de plus de 20 pieds la dernière bloqueuse du pack, elle finit son passage initial et attaquera immédiatement son passage marquant. Dans le passage marquant, elle peut marquer des points en dépassant les bloqueuses adverses. Lorsqu'elle sort à nouveau de l'engagement zone, elle passe immédiatement au passage marquant suivant. De façon globale, retenez que le changement d'un passage à un autre se fait au moment où la jammeuse sort de l'engagement zone avant. Et on enchaîne les passages jusqu'à ce que la lead jammeuse demande l'arrêt du jam ou que le temps du jam atteigne les 2 minutes. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on atteigne la fin du match. À ce moment-là, donc, une des deux équipes gagne le match. Oui, dans le derby, on ne peut pas finir sur une égalité. Non, on peut pas. Pendant que les équipes font leur tour d'honneur, certains officials auront des documents à remplir, à signer ou à faire signer. Le match est terminé, mais nous sommes toujours des officiels, donc toujours impartial et neutre. Ensuite viendront les MVP et autres after-parties. Mais ça, c'est un autre sport et d'autres règles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire votre tour dans les commentaires ou à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines sorties. Via 5seconds.fr, vous pouvez liker la page et suivre ainsi les prochaines sorties vidéo et ainsi que toute l'actualité du roller derby. Je vous dis à bientôt et en attendant, je vous rappelle que le savoir dans le derby, c'est comme cette vidéo. Ça se partage. Les pivots, c'est aussi des bloqueuses. D'ailleurs, leur nom complet, c'est Pivot Blocker. Peut-être un peu trop...